parler de la conjoncture, c'est un peu répéter la description de la situation de l'Union soviétique, la fameuse blague de Trichet sur Gorbatchev, hein, en un mot, bien, en deux mots, pas bien. Donc bien, oui, on n'a pas vécu depuis longtemps une situation aussi favorable globalement, hein, avec une expansion qui est très large, avec une absence de tension inflationniste, avec des taux d'intérêt qui restent très bas, avec des politiques monétaires qui normalisent de manière très très prudente. Et donc tout ça, ça crée un cadre d'expansion globale qui est solide et qui est appelé à durer un certain temps. Bon, quels sont les risques? J'en vois plusieurs. Il y a d'abord des risques politiques. Il y a le risque près de nous d'un Brexit dur. Il y a le risque, des risques politiques, par exemple en Italie. Il y a le risque protectionniste global venant des États-Unis. Il y a aussi bien sûr le risque chinois qui reste à l'horizon. Donc tout ça, ça crée un climat qui est un peu à double détente. Un mot pour terminer sur un point qui est important, c'est le contexte de taux d'intérêt extrêmement bas change assez fondamentalement la manière dont il faut voir les équations budgétaires. Je pense qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences. En deux mots, effectivement, ça fait très longtemps que la France n'a pas connu, je dirais, trois trimestres de suite à une croissance à 0,5%. Et quand on regarde les différents secteurs, la construction, l'agriculture, l'industrie, la production industrielle a augmenté de 2,7% sur l'année, les services. Il y a toutes les raisons d'être optimiste dans la mesure où tous les moteurs sont correctement allumés. Et puis, il y a un facteur très important, c'est la confiance. Il y a une reprise considérable sur le marché du travail. Entre le 1er juillet de l'année dernière et le 1er juillet, il y a eu 300 000 emplois, 200 000 emplois qui vont être créés cette année. Et le prix du pétrole reste relativement bas. La conjoncture internationale est favorable. Donc, il y a ce climat de confiance est relayé par, je dirais, un certain nombre de réformes structurelles, réformes sur le marché du travail, la formation professionnelle, la fiscalité de l'épargne, le grand plan d'investissement. Donc tout ça, ça fait quelque chose de relativement cohérent. Alors qu'est-ce qui pourrait faire dérailler? J'ajouterais, je dirais, sur la France, un motif éventuellement d'inquiétude pour l'année prochaine, c'est que va commencer le débat sur la grande réforme des retraites. Et cette grande réforme, évidemment, il faut la faire, mais il y aura un certain nombre forcément de perdants s'il y a des gagnants, et ça sera difficile de faire une réforme, je dirais, où tous les gens seront non perdants à coup nul. Et donc, là, il y a des facteurs de risque, à mon avis, d'acceptabilité par le corps social. Et je rappelle qu'au moment de El Khomri, ça a coûté 0,2 points de croissance. Et donc, je vois là un facteur de risque interne. Donc, effectivement, on s'est habitué maintenant à marcher sur la crête, en voyant du vide de tous les côtés, et finalement, ça se passe plutôt pas mal. Mais il reste quand même des crocodiles sur les côtés, qui s'appellent Trump, Brexit, Catalogne, Chine, etc. Donc, c'est le moment de calme, c'est le moment pour faire des réformes. Évidemment, ce n'est pas le moment où ça paraît le plus urgent. En interne, donc on voit qu'il y a un train de réforme qui est en cours. C'était probablement le bon moment pour faire une réforme du marché du travail, vu qu'il y a quand même un risque à court terme à faire le marché du travail, mais qu'en phase de reprise, on peut espérer que le chômage diminue en 2018, ce qui, même si c'est sans aucun rapport avec les réformes, disons, confortera le gouvernement dans sa voie. Et je voulais mentionner aussi les réformes en Europe. Il y a un risque qu'on ne fasse rien. Heureusement, on va être obligé de faire quelque chose, puisque mars 2019 approche à grands pas, donc on a le Brexit, on va avoir la discussion sur le budget de l'Union européenne, dont personne ne parle, mais ça va être absolument saignant. Et comme disait Jean, on peut avoir aussi des mauvaises surprises en Italie. Je m'arrête là. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Je crois qu'une chose qui a été, disons, favorable, c'est que les ordonnances sont plutôt bien passées, que les oppositions n'ont pas l'air d'avoir été très importantes, et que donc pour le moment, les réformes se déroulent, le processus de réforme se déroule bien, que la France a une image maintenant à l'extérieur qui s'améliore sensiblement. France is back. Et donc, voilà, et donc ça augure bien je crois que ça augure bien de l'avenir.
Bien, je rajouterai juste un élément au fond d'indétermination pour l'année 2018. Il faut être très précis sur l'horizon qu'on se fixe. On a évoqué, au fond, il y a 3 grandes questions pour 2018. Est-ce que les taux d'intérêt vont monter? Est-ce que l'inflation va redémarrer? Jean, et je crois que nous sommes tous d'accord, ont évoqué ce sujet. Troisième sujet, c'est est-ce que les marchés financiers ont atteint un cap? C'est-à-dire est-ce qu'ils ont atteint une limite maximum? Là-dessus, il y a beaucoup d'indicateurs qui permettent de réfléchir sur l'évolution des marchés financiers, et notamment les marchés financiers américains. Il y a ce qu'on appelle le cap de Shiller, qui est la valeur des actions par rapport aux bénéfices moyens des 10 dernières années. Il y a les primes de risque, il y a les PER, etc. Et tout laisse penser effectivement qu'on pourrait avoir au fond une évolution qui, elle, poserait un problème aussi très significatif si il y avait au fond une sorte de rupture brutale sur les marchés financiers. Ça peut toujours arriver. Là, je parle plutôt évidemment des actions. Et dans ce cadre-là, il me semble que, en tout cas c'est ma position, que les indicateurs en réalité ne montrent pas une évolution qui soit dramatique. Je prends juste un cas, c'est ce qu'on appelle la prime de liquidité. C'est ce qui différencie la rentabilité, le coût finalement d'un actif risqué par rapport à un actif qui ne l'est pas. Elle est d'un petit peu moins de 6 points, et c'est très largement inférieur à ce qui a pu avoir lieu lorsqu'il y avait des prémices de crise. Et je rajouterai un dernier point, c'est que, comme on sait, le marché financier en Europe est relativement peu coûteux. En revanche, le risque, c'est le marché financier américain. Je parle toujours des mois qui viennent, pas des années. Bien entendu, je pense que la réalité de l'évolution de ces marchés est liée à un seul point. Est-ce que Trump fera ou non sa baisse très significative, passer de 35% à 20% de l'IS? S'il le fait, ma conviction, c'est qu'il y aura une évolution des marchés financiers qui continueront à être à la hausse. Vous voyez, je prends des risques. Oui, si je résume en 10 secondes, puisque beaucoup de choses ont été dites, les principaux risques sont politiques, à 18 mois, mais disons que pour les 12 prochains mois, sauf correction massive sur les marchés financiers américains, on devrait avoir une économie qui fonctionne bien dans la zone euro. Donc les principaux risques sont politiques. Le risque chinois, il ne faut pas l'exagérer. Je travaille là sur une comparaison entre Europe, États-Unis et Chine. Ce qui se passe en Chine, notamment dans l'économie Internet, est absolument incroyable. Et dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, je suis absolument stupéfait de voir que les Chinois sont au même niveau que les Américains et qu'ils pourraient même les dépasser pour un certain nombre de raisons techniques. Donc il y a vraiment une transformation incroyable à l'œuvre. Et vraiment, je pense que les 12 mois qui viennent sont... Les principaux risques, c'est une explosion en Corée du Nord, mais ça devrait être contrôlé plus ou moins. Et un Brexit dur. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura une corde au rappel en Grande-Bretagne. Pour revenir sur les questions du marché du travail qui sont en cours et vraiment d'actualité pour les réformes structurelles, bon, les ordonnances ont fait un travail, à mon avis, assez important de réduction des incertitudes, notamment en ce qui concerne les fins de contrat de travail, ce qui est extrêmement important pour le dynamisme de création d'emplois des petites entreprises et des PME, TPE, qui sont fortement créatrices de valeur ajoutée et d'innovation. Maintenant, le travail n'est pas terminé. Il y a pas mal d'incertitudes dans les mois qui viennent sur les prochaines étapes des réformes, notamment l'assurance chômage et la formation professionnelle. Et je crois que ce sont des étapes très importantes pour s'assurer que le chômage baisse de manière durable. La réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme tout à fait essentielle pour changer le fonctionnement et le logiciel du marché du travail français. À la fois pour qu'il soit plus inclusif, il permette aux indépendants de pouvoir avoir accès à une sécurité, il permette aux salariés de pouvoir penser à une nouvelle carrière, mais aussi pour mettre fin à cette intermittence quasi généralisée maintenant en France entre CDD et assurance chômage, qui est une des grandes caractéristiques actuelles du marché français. Et enfin, la formation professionnelle, il y a aussi beaucoup de choses à faire pour s'assurer qu'on ait des vraies formations qui servent à quelque chose. On dépense 30 milliards par an dans ce domaine-là, on ne sait pas à quoi ça sert.
Et donc, il y a une énorme réforme de structure. Et là, il faut vraiment que le gouvernement, en discussion avec les partenaires sociaux, mais que le gouvernement assume ses responsabilités, parce que les 20 dernières années ont surtout été marquées par une absence de réforme notable, parce qu'on avait laissé les clés de la réforme uniquement dans les mains des partenaires sociaux qui gèrent ce gros pactole. La question qui était posée au départ, c'est êtes-vous optimiste? Je suis optimiste pour Kigali et je suis très pessimiste pour Tarascon. Alors, j'en dis quand même deux mots. Je pense que l'économie française est tirée par l'économie mondiale et que dans ce domaine-là, un certain nombre de pays émergents continuent à émerger et c'est un élément d'optimisme fondamental sur le plan macroéconomique. Que ce soit Kigali ou Yaoundé, peu importe, il y a un certain nombre de pays qui portent la croissance mondiale. Après, pour Tarascon, je suis très inquiet, parce que pour expliquer ce que tu viens d'expliquer aux gens aux jeunes de Tarascon, ça va être compliqué. Il y a un problème de désadéquation entre l'économique et le social et le politique en France aujourd'hui, en dehors de Paris intramuros, ce qui est un vrai problème majeur. Et les réformes qui sont mises en place sont des réformes plutôt de long terme. Et les malheurs sont plutôt des malheurs de court terme. Un mot d'abord sur l'équilibre d'ensemble. Il me semble que la contrepartie de ce qu'on vient de dire sur la conjoncture, c'est que l'accent, aujourd'hui, doit être beaucoup plus mis sur les questions d'offres que sur les questions de pilotage de la demande. Les choses ne se passaient pas exactement comme ça, n'étaient pas exactement comme ça il y a 6 mois où l'incertitude était encore beaucoup plus forte. Mais aujourd'hui, la question, c'est la capacité, effectivement, d'utiliser cette expansion, cette bonne conjoncture pour conduire un certain nombre de réformes et pour être capable de soutenir une croissance durablement. Je rappelle que lorsqu'on interroge les entreprises aujourd'hui, le premier obstacle, ça reste l'incertitude économique, mais je pense que ça va se dissiper assez vite. Le deuxième obstacle à l'embauche, c'est la difficulté d'embaucher, c'est les contraintes sur les qualifications. Et ça, c'est massif pour les entreprises qui sont en croissance. Donc ces questions d'offres deviennent centrales dans ce genre de contexte. Alors, on a déjà commencé à en parler sur l'emploi. Sur l'emploi, je crois que le diagnostic reste fait, qu'on souffre d'un déséquilibre très massif sur le marché du travail peu qualifié, avec donc une concentration du chômage sur les moins qualifiés, et un problème de stock qui est tous les gens qui sont sortis du marché du travail avec une faible qualification, ou les gens qui se sont éloignés du marché du travail du fait des années qu'on vient de passer, qui ont été des années extrêmement dures. Donc là, une priorité forte, c'est à la fois d'agir sur les flux, et ça c'est les politiques éducatives, et à la fois d'agir sur le stock, et ça ce sont des politiques de remise en emploi. Donc la mise de fonds de 14 milliards sur la formation, sur le plan de compétences, c'est quelque chose d'absolument considérable en taille. Hein. Je pense que c'est une prise de risque assez forte, puisque ce sont des publics difficiles, ce sont des publics dont on sait qu'il est difficile de les former, de les faire revenir dans la formation, alors que pour eux, souvent, la formation, c'est une expérience plutôt traumatisante. C'est quelque chose d'absolument essentiel du point de vue à la fois des ressources qui sont mises, mais aussi de la capacité par là de réduire structurellement le chômage. On pense que, enfin ce que j'ai mis écrit dans le plan d'investissement, c'est que l'ordre de grandeur de l'effet qu'on peut en attendre, c'est un point de chômage structurel. Ce qui est considérable et ce qui fait que finalement ce ne serait pas si cher si durablement on réduit d'un point de chômage structurel avec une mesure de ce type. Mais il y a des conditions tout à fait lourdes pour qu'on y parvienne en termes de qualité du système de formation, en termes et ça renvoie à la réforme de la formation professionnelle dont parlait Stéphane, c'est-à-dire qu'il faut que cette mise de fonds soit l'occasion de faire levier pour améliorer qualitativement la formation professionnelle. Et l'améliorer, c'est déjà donner de l'information, c'est déjà que dans un marché qui est un marché complètement opaque, un marché d'insiders, les gens puissent se retrouver et puissent avoir le choix, qu'on crée des possibilités de choix, ce qui n'exclut évidemment pas l'accompagnement. Sur les sujets, deuxièmement, de compétitivité. Je crois que le sujet de compétitivité, c'est un des points sur lesquels on voit que l'économie française est toujours
dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Il suffit de regarder dans le tableau qu'on a dressé les chiffres du commerce extérieur, ce sont les chiffres qui ne sont pas satisfaisants. La réponse à ça, ça a beaucoup été des politiques de coûts. Ça va rester des politiques de coûts avec la bascule du CICE, avec la transformation du CICE en allègement de cotisations permanent concentré sur les bas salaires. Et je crois que parmi les économistes, parmi beaucoup d'économistes, il y a un accord pour dire que c'est ça qu'il faut faire pour l'emploi. Mais ça doit être des politiques de compétences. Et là encore, ça renvoie à la réforme de la formation professionnelle. C'est très frappant de voir que sur les indicateurs internationaux, nous sommes derrière la Pologne. À la fois en stock, en termes de formation des actifs, de niveau de formation des actifs, et à la fois en flux, en termes de sortie du système scolaire, avec ou sans qualification. Troisième chantier, c'est le chantier de la dépense publique. Probablement un des plus difficiles, parce que la question de la méthode de ce point de vue-là est cruciale. Il n'y a pas de méthode sur étagère. C'est à chaque fois, dans chaque contexte institutionnel, qu'il faut voir comment on s'attaque au problème d'inefficacité de la dépense publique dans un contexte de préférence pour la socialisation d'un certain nombre de fonctions qui ne changera pas, qui est une caractéristique qui nous différencie d'un certain nombre d'autres pays. Et donc là, c'est un chantier très lourd donc, qui démarre, comme vient de le dire Jean-Hervé. Je voudrais faire un point pour finir sur l'articulation du macroéconomique et du structurel dans le contexte particulier dans lequel on est. Je crois qu'il y a un choix qui a été fait, qui est un choix pour pouvoir permettre de mettre en avant des réformes de la zone euro, dont on va parler tout à l'heure. Le choix de passer sous le 3% a été un choix extrêmement structurant. Le deuxième choix qui est fait, c'est de dire, à partir du moment où il y a un certain nombre de mesures qui sont destinées à avoir des effets de moyen terme, je pense à toutes les mesures sur la fiscalité du capital, ces mesures doivent être prises tout de suite, puisqu'elles n'ont pas d'effet immédiat, elles n'ont des effets qu'à moyen terme. Si vous mettez ces deux choix ensemble, ça a deux conséquences. Le premier, c'est un budget 2018 qui est neutre d'un point de vue macroéconomique avec les indicateurs usuels, ceux qu'utilise la Commission européenne, mais qui en fait a un biais de composition qui le rend plutôt restrictif, puisque les mesures d'offres n'ont pas d'effet immédiat sur l'investissement. Elles ont effectivement elles ont des effets sur les recettes, mais pas immédiatement des effets sur l'investissement. Donc il y a un biais plutôt restrictif à court terme. Le deuxième, c'est que, évidemment, compte tenu de l'équation budgétaire qui demande de rester sous le seuil de 3%, ça conduit à déplacer dans le temps un certain nombre de mesures qui, elles, avaient un effet distributif. Je pense par exemple au fait que les emplois francs ont été retardés, je pense à la manière dont est allée la bascule de CSG, etc. Et donc ça donne un biais aussi en termes distributifs au budget, qui est particulièrement marqué pour le budget 2018. Donc je pense que ce choix est rationnel d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire ce qui a été annoncé, il est rationnel de faire comme ça. Et le fait de se fixer la contrainte de 3% est la condition pour effectivement porter un certain nombre de réformes en Europe. Mais ça a des conséquences lourdes. La difficulté principale pour évaluer ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est que inconsciemment, nous tous, journalistes, économistes, analystes, nous avons encore à l'esprit ce à quoi nous avons échappé. Donc, on juge Macron inconsciemment par rapport à l'horreur absolue qu'on aurait pu avoir, qui était un second tour Le Pen-Mélenchon, qui reste une possibilité sur le moyen terme. Et donc, inconsciemment, on est tous marqués par une sorte de ouf énorme qui fait que, voilà, même s'il ne fait pas des choses extraordinaires, ouf. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, et c'est inconscient, mais c'est absolument majeur. Le deuxième point, c'est qu'il bénéficie d'une conjoncture très bonne et il n'y est pour rien. Bon. Et néanmoins, il est là. Donc ça fait deux bonnes raisons en sa faveur qui font que
on a une opinion positive de son action, et en plus, il est sympathique, il a un joli sourire, donc tout ça aide par rapport à son prédécesseur. Maintenant, si on regarde les questions structurelles, on est là au cœur de la difficulté, hein, puisqu'on l'a dit à peu près tous tout à l'heure, sauf choc politique, puisque c'est peut-être la première fois depuis 10 ans que le grand risque est politique, et surtout un risque de politique internationale, et que s'il n'y a pas de choc politique international en Corée, en mer de Chine ou ailleurs, on devrait avoir encore une bonne conjoncture sur 12 à 18 mois. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu 3 trimestres, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de croissance à 0,5, mais ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas eu la perspective d'en avoir 3 autres devant nous. Donc c'est un moment de grâce qui ne durera pas forcément. Et donc la difficulté de juger dans l'immédiat, c'est qu'on a l'esprit dominé par ce ouf, on a l'esprit dominé par l'amélioration de la conjoncture passée et la perspective que ça aille mieux. Et néanmoins, si on regarde très très froidement les choses, les problèmes structurels de l'économie française demeurent. Ils sont extrêmement graves. Il y en a 2 principaux qui ne sont pour l'instant que très partiellement traités, voire pas du tout, ce qui est compréhensible, hein, il vient d'arriver. Donc simplement, ce qui m'inquiète, c'est que je ne le vois pas comme élément structurant de son discours sur la politique économique à mener dans le moyen terme. Le premier point a été abordé par plusieurs de mes camarades. J'avoue que j'ai mis longtemps à mesurer la profondeur du problème. C'est la déqualification globale de la force de travail française. Parce que je pense que là aussi, bon, fils d'instituteur, petit-fils d'ouvrier, j'ai toujours pensé que le système républicain de l'école fonctionnait. Bon, aujourd'hui, on a 6 millions d'illettrés, dernière estimation de Thierry Lepan, là, qui vient de prendre la direction d'un nouveau service. Deux évaluations qui sont passées dans les 3 dernières années qui me minent. À la question clé, si je place 100 € à 2%, c'est une question posée par la BCE à tous les pays membres, population de tous les pays membres. Si je place 100 € à 2%, combien j'ai au bout d'un an? Il y a 45% des Français qui ne peuvent pas répondre. Dans les autres pays, c'est 25%. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui font que il y a un effondrement des compétences de base qu'on ne mesure pas. Donc il y a à peu près 60% de la population active qui est certainement qualifiée pour faire face à la 3e révolution industrielle, mais 40% qui ont des problèmes majeurs de compétences, c'est terrifiant. Et ce que j'ai vu, alors la nomination de Blanquer au ministère de l'Éducation est une bonne chose. On a annoncé des mesures pour les écoles prioritaires, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur toutes les écoles. Et il faut vraiment mettre le paquet sur 3 années clés, la dernière année de maternelle, le cours préparatoire et le CE1. Et on ne peut plus tolérer qu'il y ait 20% des gamins qui passent du CE1 en CE2 sans maîtriser les 3 compétences de base, parce que finalement, ça produit les 6 millions d'illettrés, ça produit ce désastre absolu sur les compétences. Le deuxième point majeur qui n'est pas traité, c'est bien sûr la désindustrialisation insensée de l'économie française depuis 20 ans. De ce point de vue, j'ai beaucoup insisté sur ce point depuis des années, mais sans malheureusement être bien compris. Ce n'est pas les 35 heures qui nous ont bousillé le pays, bien que le désengage de l'économie française date de ce moment-là. C'est le présupposé qui a conduit aux 35 heures qui nous a détruits. C'est-à-dire qu'au milieu des années 90, s'est imposée en France, à gauche comme à droite, l'idée que nous étions entrés dans un monde post-industriel, post-travail. La réforme des 35 heures était d'ailleurs censée répondre au fait qu'on était rentré dans un monde post-industriel, post-travail. Pourquoi on n'est jamais sorti de cette vision des 35 heures? Parce qu'en fait, on n'est jamais sorti de l'idée qu'on était rentré dans un monde post-industriel, post-travail. En fait, nous avons commis il y a 20 ans, et nous n'avons jamais réellement corrigé cette erreur de penser que nous rentrions dans un monde post-industriel alors que nous passions de la 2e à la 3e révolution industrielle.
et ça n'a pas été corrigé. Et je ne vois pas de mesures centrales qui permettent de réindustrialiser massivement ce pays. Je regrette terriblement qu'on mette 10 milliards d'euros sur la suppression de la taxe d'habitation. Avec cet argent-là, on pouvait mener des mesures absolument massives sur l'intelligence artificielle, sur la robotisation de notre appareil de production. Aujourd'hui, on a une robotisation de nos usines qui est inférieure à celle de l'Espagne. Nous avons le système productif le plus vieux de tous les pays développés. Donc quand vous avez ce constat sur les compétences des hommes et quand vous avez les plus vieilles machines, ben vous avez un problème gravissime. C'est pour ça que, en fait, si je termine, il y a une bonne conjoncture sur 12 à 18 mois, mais les problèmes structurels sont tellement profonds que si on ne mène pas des politiques extrêmement fortes, mais surtout en prenant à témoin les Français, et avec des réformes structurelles qui suivent. Par exemple, je pense qu'il faut réassocier les travailleurs par la création de ce qui pourrait être un comité stratégique des entreprises à la réindustrialisation. Donc il y a toute une vision qui fasse que tout le corps social se remette derrière l'idée de réindustrialiser ce pays dans le cadre de la troisième révolution industrielle. Et ça, je ne le sens pas du tout dans le discours du gouvernement, sachant qu'en dehors de ce que fait Macron, c'est pire partout ailleurs. Donc c'est toujours ce ouf. Voilà, il est là, c'est le moins con, c'est le moins pire, donc c'est merveilleux, mais je ne le vois pas régler les problèmes définitivement. C'est un sujet assez technique et je livrerai quelques chiffres. Donc en un mot, le message que je voudrais livrer, c'est qu'il y a une crédibilité arithmétique. Je m'interroge malgré tout sur la crédibilité politique. Alors, sur donc, les finances publiques, c'est deux côtés, c'est les recettes et c'est les dépenses. Donc les recettes, c'est grosso modo une structure d'impôt qui est appliquée à une structure du PIB. Donc le PIB, je vais supposer qu'on va rester sur un scénario relativement optimiste retenu par le gouvernement, disons grosso modo de 1,7-1,8% de croissance jusqu'à la fin du quinquennat. Les impôts, on sait qu'ont été décidés une diminution de 20 milliards d'euros, ce qui fait à peu près 1% du PIB. Et donc du côté des dépenses, l'objectif c'est de réduire de 3 points le pourcentage que représentent les dépenses publiques dans le PIB. Donc, comme l'a rappelé Jean, l'objectif, ça a été de respecter les 3%, l'objectif des 3%, et il est affiché qu'en 2022, on aura un déficit à peu près autour de 1%, ce qui fait que, évidemment, comptablement, on va diminuer de 3% les dépenses publiques en point de PIB, et on va diminuer les impôts de 1 point de PIB, donc on a bien moins 2. Alors, l'essentiel de mon exposé va porter sur la crédibilité, sur l'évolution des dépenses publiques. Comment est-ce qu'on peut faire moins 3 en point de PIB? Alors d'abord, je vais raisonner tout le temps en volume, je vais m'appuyer sur la comptabilité nationale, qui est, je dirais, plus stable dans ses définitions que la comptabilité publique, et je vais prendre une approche globale, c'est-à-dire sur l'ensemble du périmètre des dépenses publiques, État, collectivités locales et sécurité sociale. Donc, si on retient et si on raisonne en volume, eh bien, pour faire en sorte qu'il y ait une diminution en 2022 de 3 points de PIB de la dépense, il faut, grosso modo, que les dépenses publiques n'augmentent pas plus vite en rythme annuel, en volume, autour de 0,8%. 0,8%, ça comprend quand même les charges de la dette. Les charges de la dette sont historiquement très basses. Les taux d'intérêt auxquels la France emprunte sont extrêmement bas. Et donc, il est peu probable, malgré tout, qu'il n'y ait pas une remontée. Et si on prend une remontée de, je dirais, 10 points de base chaque année, ce qui ferait 50 points de base en 2022 par rapport à aujourd'hui, et si on tient compte du fait que la dette en pourcentage du PIB ne va pas réellement diminuer, eh bien, on a quand même une charge de la dette qui va peser peut-être à hauteur de 0,2 points, ce qui fait que pour l'ensemble des autres dépenses, les dépenses générales, si vous voulez, hors charge de la dette, ça nous fait quelque part 0,6, 0,7 qui reste, ce qui représente à peu près 8 milliards de plus de dépenses en volume chaque année. Alors vous pouvez me dire, 8 milliards, ça peut paraître considérable. Oui, mais c'est là qu'il faut peut-être s'interroger
en disant quel est l'effort que doit fournir, je dirais, Macron par rapport à Hollande. On va regarder, je dirais, le budget 2016, enfin, pour l'ensemble des administrations publiques, tel qu'il a été exécuté, donc, et tel qu'il apparaît en comptabilité nationale. Alors on peut avoir une approche, je dirais, en distinguant État, sécurité sociale et collectivité locale. Je pense qu'il y a une autre approche qui est aussi intéressante, qui est de se dire qu'il y a différents types de dépenses. Les dépenses pour payer les fonctionnaires, les dépenses d'intervention, les dépenses de prestations sociales. Elles n'ont pas toutes le même volume, elles ne représentent pas tous la même partie des dépenses. Il y a exactement 5 types de dépenses, et parmi ces dépenses, le bloc majoritaire, qui représente presque 50% au total sur l'ensemble des dépenses de toutes les collectivités publiques, c'est les prestations sociales, 48%. Et donc, en 2016, eh bien, les dépenses, alors qu'il y avait une inflation nulle, donc c'était vraiment une croissance en volume, ces dépenses sociales ont progressé de 1,8%, c'est-à-dire de 10 milliards. 10 milliards, alors qu'au total, l'enveloppe qui, en volume, serait chaque année de 8 milliards. Donc, je voudrais d'abord dire que l'essentiel, enfin, une grande partie de la crédibilité du programme va donc être de savoir si on va pouvoir engager une réduction légère, mais quand même certaine, de la voilure des dépenses sociales en France, c'est-à-dire de ce qu'on considère comme le modèle social français. Est-ce que c'est crédible arithmétiquement et politiquement? Sur les autres postes, je pense que quand on regarde ce qui a été réalisé par le gouvernement précédent, on se rend compte que les performances sont relativement bonnes. 0 en investissement de croissance, en volume, 0 en consommation intermédiaire. Les dépenses sur les salaires des fonctionnaires, simplement 0,8%. Donc on est pratiquement dans les purs sur les autres postes. Donc je dirais l'inconnu, c'est vraiment l'ensemble du bloc des prestations sociales qui, je rappelle, représente pratiquement la moitié du budget des dépenses publiques. Et de ce côté-là, si on regarde maintenant comment elle se ventile, sur la famille, bien sûr, on va pouvoir faire, on a déjà fait des économies sous le quinquennat précédent, on continuera à en faire. Sur les retraites, je vous signale que quand même ce gouvernement a décidé en 2019 de, je dirais, différer l'augmentation automatique des retraites pour suivre l'inflation. Donc ce qu'on peut supposer, c'est qu'il va y avoir malgré tout, du côté des retraites, une rentrée dans le système de pension plus faible du fait d'un marché du travail plus allant et du fait aussi que toutes les mesures d'âge, toutes les mesures précédentes continuent à jouer. Du côté du chômage, il va y avoir une diminution du chômage. Mais en même temps, la couverture des droits va augmenter et va s'étendre aux démissionnaires et aux indépendants. La santé, il y a un grand objectif sur l'ambulatoire, mais il y a 4 à 5 milliards avec les remboursements sur l'optique. Sur le logement, il y a eu un coup de frein qui a été annoncé, qui représente à peu près 3 milliards, 2 milliards cette année et 1 milliard l'année prochaine. Les minima sociaux, là c'est la reprise de l'emploi, mais aussi, et là c'est très important, la formation qu'on va pouvoir apporter à des gens qui ont décroché du marché de l'emploi. C'est pour ça que là, le programme d'investissement de 14 milliards dont tu as parlé est très important de ce côté-là. Et puis, il y a la dépendance. Et là, avec le vieillissement, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir ne pas augmenter le volume des dépenses publiques de ce côté-là. Donc, je dirais arithmétiquement, vous voyez que vu les engagements qui ont été pris, c'est sans doute possible, mais ça reste un petit peu difficile. Mais je voudrais maintenant finir sur la méthode, si vous me permettez. Il me semble que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis juin, le gouvernement a utilisé pas mal de capital politique pour, non pas sur la réforme du marché du travail, qui a, je dirais, été gérée d'une manière relativement habile, mais pour ne pas expliquer en fait des mesures qui ont été peut-être pas tout efficaces. Je pense à la mesure qui concernait la baisse des allocations de logement de 5 € pour 150 millions et qui a cristallisé une opposition. Donc je pense que le gouvernement a utilisé pas mal de capital politique
pour ne pas expliquer correctement un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et donc, je trouve ça inquiétant, parce qu'on sait que le capital, c'est un capital. Hollande l'a subi en fin de quinquennat. Quand il est épuisé, eh bien, c'est comme le temps, il va pas revenir. Et donc, je voudrais dire qu'il y a, il me semble-t-il, qu'il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées. La méthode qui a été utilisée dans le cadre de la réforme sur le contrat, sur le code du travail, où on met tous les partenaires autour de la table, on traite les gens en adultes, on explique quels sont les objectifs du gouvernement, et on dit finalement, on va vous prendre quelque chose, alors choisissez. Est-ce qu'on vous prend un bras, est-ce qu'on vous prend un rein, est-ce qu'on vous prend la rate, qu'est-ce que vous préférez? Et ça peut, si on s'adresse à des adultes, être plus ou moins compris. Et puis dans ça, il y a la deuxième méthode, qui est un peu une méthode de type Bercy, qui est de dire, eh bien, je vais essayer de prendre les gens par surprise, je ne vais pas forcément respecter ce que j'avais dit que j'allais faire, et finalement, sur un coup, c'est une méthode à un coup qui peut marcher, mais qui, je dirais, d'une part, ne présente aucun intérêt pédagogique à long terme, fait comme si on traitait les gens comme des enfants, et après, ils peuvent se comporter comme des enfants, comme des vilains garnements, et ensuite, ça peut créer des effets de boomerang, et j'ai peur que si on s'engage à faire ces réformes de dépenses publiques avec cette méthode, il y ait le capital politique s'épuise très rapidement. Je vais parler de la France parce que c'est le sujet, mais c'est bien toujours d'élargir les réflexions. Sur la question de l'affrontement social, je pense que dans les pays du Sud, il y a un vrai risque. On peut prendre plusieurs catégories de pays, mais je vais juste prendre l'exemple de la Chine. Créer une classe moyenne de 400 millions d'habitants, ça ne se fait pas sans, d'une manière ou d'une autre, créer une lutte des classes. Et c'est la vraie question qui est posée. Et je pense que donc des affrontements sociaux, il peut y en avoir dans des pays comme la Chine, mais je pourrais prendre l'Afrique, ou pour des raisons de bipolarisation de l'économie entre une petite partie qui se développe très rapidement et une grande partie qui se développe très mal, il pourrait y avoir aussi des affrontements sociaux. Pour les pays du Nord, et la France en particulier, je ne crois pas au risque majeur d'affrontement social. 3 remarques. Première remarque, il n'y a plus de lutte des classes parce qu'il n'y a plus de classe. Et ça mérite, me semble-t-il, réflexion. Si on regarde la classe ouvrière, elle n'existe plus, elle est totalement déstructurée, elle est éclatée entre des champs politiques extraordinairement divers, et ce qui est vrai du secondaire est vrai aussi du tertiaire. Donc, sans classe, la lutte des classes, je sens que ça ne va pas le faire. Après, je pense que la période, et c'est ça le cœur de mon exposé rapide, la période n'est pas du tout à un affrontement social, elle est à une multiplication des jacqueries. Alors je vous recommande d'aller regarder ce qui s'est passé en 1638 dans l'ouest de la France. Les jacqueries, c'est-à-dire les éclatements sociaux brutaux et ponctuels et non coordonnés et non structurés philosophiquement, ça je pense qu'on va avoir des GMS, un G continu pendant les mois qui viennent. Et c'est de l'ordre de la jacquerie, c'est pas de l'ordre de la révolution, c'est pas de l'ordre du mouvement social, c'est pas de l'ordre du mouvement structuré. Et donc de ce point de vue-là, s'il faut répondre à la question, va-t-on faire un affrontement social, je pense que la réponse doit être négative. Troisième remarque, ceci pose fondamentalement pour les mois qui viennent, la question des corps intermédiaires. C'est de l'attitude des corps intermédiaires que va dépendre la prise de mayonnaise ou non entre ces jacqueries. Et dans les corps intermédiaires, il y en a 2 qui me paraissent jouer un rôle majeur et sur lequel il faut réfléchir et éventuellement agir. C'est les syndicats, qui sont totalement éclatés, déstructurés, incapables de s'entendre. Enfin, je veux dire, là, on ne peut pas. Stéphane est plus compétent que moi, mais on est dans un terrain qui est quand même extrêmement compliqué. Et si il n'y a pas une révolution intellectuelle et une révolution financière dans le domaine syndical, je pense qu'on complique significativement l'exercice. 2, je m'adresse à vous, les médias.
vous avez toujours eu un rôle essentiel, beaucoup plus important que celui des économistes, mais vous allez avoir un rôle particulièrement essentiel dans les mois qui viennent pour décrypter, expliquer et relativiser. Et encore une fois, la période qui s'ouvre est une période, on peut l'espérer, de réforme. Elle va forcément créer des tensions sociales. Si on arrive à les expliquer, on aura franchi un cap et l'affrontement social n'aura pas lieu. Pourquoi une réforme de l'État? Disons que il y a le fondamental, on rentre dans ce qu'on appelle une économie de l'innovation. Donc une économie de l'innovation, c'est l'économie du savoir, c'est des marchés des biens et services et marchés du travail flexibilisés, dynamiques, c'est la destruction créatrice, quoi. C'est une économie où il y a création d'emplois, destruction d'emplois, création d'entreprises, destruction d'entreprises en permanence. Voilà, c'est cette économie-là dans laquelle on rentre. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on a l'État qu'il faut. Alors, pourquoi il faut réformer l'État? Pourquoi réformer l'État? Donc déjà, voilà des raisons de base. D'abord, il faut investir, quand on veut une économie d'innovation, il faut faire les investissements dans les bons secteurs. Par exemple, nous avons une recherche fondamentale sous-financée. Nous avons une ANR avec un budget de 800 millions, alors que l'équivalent allemand, c'est 2 milliards. On a une recherche fondamentale, donc tout à fait sous-financée et mal gouvernée. Nous avons, il faut financer l'assurance chômage et avoir une vraie flexi-sécurité, ça coûte de l'argent, il faut le financer. La formation, ça coûte, il faut le financer. Donc, si vous voulez, il faut investir plus dans certains postes et peut-être moins dans d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième chose, c'est que la France est un pays corporatiste où vous avez une multiplicité de systèmes sociaux. Vous avez plus de 38 caisses de retraite, vous avez plus de 100 caisses d'assurance maladie, les systèmes d'allocation familiale sont compliqués. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... Et c'était pour une économie où on passait toute sa vie dans le même emploi. Mais dans une économie de l'innovation, on est amené à changer d'emploi, de secteur, de statut tout le temps, plusieurs fois au cours de sa vie en tout cas. Et donc ce système-là devient un frein. Non seulement il est administrativement très coûteux, mais il devient un élément de risque et de rigidité. Donc il faut transformer ça. Et je reviens vers ça tout à l'heure. Puis alors, il y a d'autres raisons aussi, c'est que si on maîtrise ces déficits, eh ben, on peut avoir des politiques macroéconomiques qu'on appelle plus contracycliques. C'est plus facile, et ça on le sait, d'avoir des politiques contracycliques, c'est-à-dire qui accommodent le cycle mieux, macroéconomique, quand on a des finances publiques qui sont en bonne santé. Voilà, ça c'est prouvé. Il y a des études qui le montrent. Plus facile d'emprunter en période de récession, etc. C'est beaucoup plus facile de faire ça, que les Suédois ont très bien compris. Donc voilà pourquoi une réforme de l'État. Le comment, il y a d'abord l'idée, disons qu'il y a eu des exemples de pays qui ont fait ça de manière tout à fait avec de succès. Le Canada, la Suède dans les années 90. Et disons des points communs aux deux, pas qu'il faut copier, c'est d'abord que ça a été piloté au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'une réforme de l'État doit être pilotée par le président, le Premier ministre, ça doit être piloté au plus haut niveau. Voilà. Une réforme de l'État qui n'est pas pilotée ou contrôlée au plus haut niveau, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, je crois que ça c'est ma propre vision. Après, on traite avec les différents ministères, on traite avec les différents secteurs. Après, il y a du bottom-up, mais quand même l'impulsion doit venir d'en haut, quoi. Voilà. Après, il y a un retour, et après, il y a un dialogue, mais l'impulsion doit venir d'en haut. La deuxième chose, c'est le timing, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire des économies partout en même temps, c'est-à-dire de dire, voilà, on commence à faire certaines choses, ça va dégager des marges qui vont nous servir pour après approfondir la réforme de l'État plus tard. Donc, c'est pas une chose qui se fait d'un coup, on la commence dès le début, mais la mise en œuvre d'une réforme de l'État, ça se fait sur plusieurs périodes, voilà, même si elle est démarrée d'emblée, quoi. Alors ensuite, donc si vous voulez, après, donc qu'est-ce qu'on peut voir à moyen terme et long terme? Quelques pistes pour faire, disons, en tout cas de mise à plat. Donc l'idée, c'est de dire, je mets à plat des missions publiques, donc je fais plus du rabot, mais c'est mettre à plat des missions publiques. Quelles sont les missions qui sont indispensables, pas indispensables? Et c'est comme ça qu'on fait. On fait une mise à plat.
Il reste 2 minutes. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, quelques pistes à moyen terme et long terme. Je pense qu'à moyen terme, il y a des niches fiscales auxquelles on ne s'est pas encore attaqué, quoi. Par exemple, moi, je pense à Pinel ou des niches dans le domaine du logement. En tout cas, dans les zones non tendues, il y a des aides à la pierre et des aides au logement qu'il faut, des aides, donc des genre niches fiscales, hein, qu'on peut, en tout cas, réévaluer et savoir est-ce qu'on les garde ou pas. Et je crois d'ailleurs que dans l'esprit de dire on va vers la taxation forfaitaire des revenus du capital, il y avait en même temps l'idée on supprime les niches. Donc il faut montrer qu'on s'attaque aux niches. Deuxième chose, c'est qu'il y a certains domaines où on a besoin de plus d'agents publics, certainement. Je n'irai pas là de vous dire qu'on a besoin de moins d'agents publics dans l'éducation ou dans la santé ou dans la sécurité, mais il y a des domaines où peut-être on a besoin de moins d'agents publics grâce au progrès de l'informatique. Donc là, il faut remettre à plat et de dire voilà quels sont les besoins en agents publics. Il y a peut-être des endroits où, grâce à l'informatisation, on n'a pas besoin. Donc peut-être penser au non-renouvellement dans certains secteurs de postes de fonctionnaires ou de départ en retraite, vous voyez, disons de démission volontaire. Et donc là, il faut remettre une mise à plat de ça. Et finalement, il y a à long terme, je crois qu'il faut aller vers les guichets uniques. J'ai parlé de l'économie corporatiste, c'est-à-dire qu'on a le millefeuille territorial et le millefeuille social. Donc le millefeuille territorial, c'est l'histoire de Juppé qui vous explique que quand il négocie la ligne à grande vitesse, il a 50 personnes autour de la table. Il n'y avait sûrement pas besoin de 50 personnes pour négocier la ligne à grande vitesse. Il y a une accumulation d'échelons. Alors on peut penser que pour les métropoles, c'est la logique que la métropole doit dominer et que tout le monde devient un peu des agents de la métropole en zone urbaine et en zone rurale, que l'intercommunalité, ça c'est ma propre idée, devienne l'échelon qui est relevant et les maires, etc., deviennent des agents de l'intercommunalité. Donc c'est de réduire le millefeuille territorial. Donc ça, je pense, c'est une grande réforme à faire. Et et puis je termine maintenant, il y a le millefeuille social. Donc je parlais au début du fait que ça devient un frein à la croissance et à l'innovation d'avoir une multiplicité de régimes de retraite, de caisses d'assurance maladie, etc. Il faut aller vers l'unification, vers ce qu'on appelle les guichets uniques. Et donc essayer d'aller le plus loin qu'on peut vers les guichets uniques. C'était déjà la logique de la réforme des retraites proposée par Macron, qui était de dire, ayons un système unifié de retraite. Et bien, il faut que cette même logique qui s'applique aux retraites s'applique également à l'assurance maladie, aux allocations familiales, à d'autres, et qu'on aille vraiment vers les guichets uniques. Et donc, grâce à l'informatisation. Je crois que je termine là. Pour faire un focus sur la réforme du marché du travail, l'objectif des réformes actuelles et à venir, c'est d'adapter le monde du travail et le marché du travail à cette économie de l'innovation. Je crois que c'est vraiment ça doit être le gros objectif des réformes à venir. Alors, dans les ordonnances qui viennent d'entrer en vigueur, il y a effectivement 2 éléments qui sont importants de ce point de vue. Il y a d'abord la réduction de l'incertitude autour du licenciement, avec cette idée que beaucoup d'incertitudes autour du licenciement, ça pèse sur les créations d'emplois, notamment dans les petites et les moyennes entreprises qui n'ont pas les poches profondes et qui sont pourtant très fortement créatrices d'innovation et potentiellement aussi d'emplois. Et ça, c'est effectivement ce qu'on a vu avec l'idée d'un barème au prud'homme, l'idée d'une réduction de la période maximale pendant laquelle on peut contester un licenciement et d'autres éléments des ordonnances qui sont très importantes de ce point de vue. D'ailleurs, on a beaucoup dit qu'effectivement, c'était une flexibilisation du marché du travail avec une baisse de la protection des salariés. Je crois que ce n'est vraiment pas le sujet des ordonnances. Le sujet des ordonnances, c'était une réduction de l'incertitude autour de la fin des contrats de travail. Il y a un deuxième élément qui me semble très important du point de vue, effectivement, de l'émergence de ces sociétés, de ces entreprises innovantes dans les ordonnances, c'est la réforme de l'extension des accords de branche. Il y a des accroches qui sont dans les ordonnances qui permettront à l'avenir, si le ministre s'en saisit, d'exiger une différenciation des accords collectifs de branche par taille d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important pour éviter que les protections collectives de branche, qui sont importantes pour les salariés des PME, TPE, ne créent pas de barrières à l'entrée sur les marchés pour les petites entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, les conventions collectives sont négociées par des très grosses boîtes qui sont les seuls à avoir les moyens de déléguer des personnes pour négocier et qui peuvent effectivement conduire à des conditions qui ne peuvent pas être assumées par des petites boîtes. Sur ce point, tu es en train de dire que ça n'existait pas, ça, cette différenciation ?
Elle existait, elle n'était pas exigée, elle n'était pas effectivement obligatoire. Et là, elle sera exigée. Deuxième point, la possibilité avant d'étendre une convention collective à l'ensemble des salariés d'une branche, de demander une expertise à une commission d'experts sur l'impact économique, justement, pour éviter qu'une convention collective ne devienne une barrière à l'entrée. Et ça, c'est effectivement aussi très important du point de vue des TPE-PME. Ça, c'est les ordonnances. Maintenant, il y a d'autres chantiers que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont extrêmement importants également. L'assurance chômage, qui aujourd'hui était réservée essentiellement aux salariés, qui sera ouverte aux indépendants, là aussi important pour pouvoir changer de statut, passer du salariat à l'entrepreneuriat et inversement. Et enfin également aux démissionnaires. Là aussi c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent changer de carrière, se requalifier, qui ne peuvent pas véritablement le faire lorsqu'ils sont en entreprise parce qu'ils n'ont pas accès à des formations dans l'entreprise et que donc ils ne peuvent véritablement de faire un projet professionnel qu'en dehors de l'entreprise. Donc de ce point de vue ça fait sens dans une économie où on doit se réinventer et changer de travail de plus en plus souvent. Alors maintenant, évidemment, ces deux éléments coûtent de l'argent et en même temps, l'assurance chômage en France a aussi beaucoup de marge d'efficacité, d'amélioration, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a un recours beaucoup trop important au contrat court, qui est en fait assez inefficace. Il ne permet pas de baisser le chômage, et il coûte très cher parce que lorsqu'il y a beaucoup trop de monde qui passe par des CDD, ils vont consommer les droits à l'assurance chômage. Ça coûte plusieurs milliards d'euros chaque année à l'assurance chômage de manière inutile parce que les entreprises, dans beaucoup de cas, ont des marges de manœuvre pour faire des contrats plus longs ou embaucher en CDI. Et ça, c'est l'enjeu de la mise en place d'un système de bonus-malus pour faire payer aux entreprises le coût de leur décision de gestion de la main-d'œuvre. Ou en tous les cas, une partie de leur coût. Une partie sera mutualisée et une partie pourra être individualisée. Un deuxième autre point sur l'assurance chômage très important, c'est que du côté des salariés, il y a eu aussi une incitation à aller en CDD, parce qu'en fait, on peut aujourd'hui travailler environ à mi-temps au cours d'un mois et avoir un complément d'assurance chômage et gagner à peu près autant que si on travaillait à temps plein. Et ça de manière indéfinie. Mais on comprend bien que ce n'est pas véritablement efficace, parce qu'à un moment donné, il faut inciter les gens à rechercher un CDI à temps plein. Là aussi, il y a des marges de manœuvre pour améliorer les choses. Enfin, en matière de formation et d'apprentissage, c'est un élément tout à fait essentiel. Il a été rappelé tout à l'heure que la France se caractérise par un faible niveau de qualification des adultes. C'est ce qui ressort des enquêtes PIAC de l'OCDE. Avec aujourd'hui un nombre de jeunes, encore aujourd'hui, quand on regarde les jeunes entre 25 et 35 ans qui ont vraiment fini leurs études, on a 15% qui ne maîtrisent pas véritablement les compétences de base et qui n'ont aucun diplôme. Aux États-Unis, ce n'est que 10%, dans les pays du nord de l'Europe, c'est 7-8%. Donc on a des grosses marges de manœuvre. Il faut à la fois réformer l'école, aussi, comme on l'a dit, mais il faut aussi reformer ces jeunes. Et un des gros enjeux de la réforme de la formation professionnelle, c'est de faire en sorte que tous les 30 milliards qu'on met dans la formation professionnelle et les milliards qu'on va mettre dans le cadre du projet d'investissement servent à des formations qualifiantes, certifiantes, dont on connaît la valeur en matière d'impact sur le retour à l'emploi. Et ça, aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas. On a des dizaines de milliers d'entreprises de formation contre moins de 1000 en Allemagne, très peu de certifications en fonction des moyens et aussi aucune certification en fonction des résultats en matière de retour à l'emploi. Ça, il faut vraiment que ça change parce que sinon, la formation, c'est de l'argent un peu mis par la fenêtre et c'est une occasion vraiment perdue. Et enfin, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question de la méthode. Et là, j'adhère complètement à ce qui a été dit tout à l'heure. La méthode, il faut que ces réformes soient pilotées d'en haut. On ne peut pas laisser ces réformes très importantes du marché du travail aux seuls insiders que sont les partenaires sociaux. Il faut que le gouvernement, l'État prennent ses responsabilités et à un moment donné mettent dans l'équation l'intérêt général et aussi l'intérêt des chômeurs, des inactifs, pour leur permettre un retour à l'emploi. Il ne s'agit pas uniquement de protéger les personnes qui aujourd'hui sont en CDI. Il faut aussi insérer les jeunes, les moins qualifiés et ceux qui sont au chômage. Nous avons un chef de l'État qui est pratiquement le seul en Europe à parler d'Europe. Donc on vient d'avoir des élections en Autriche. Je ne crois pas que le sujet européen ait été très au cœur de la campagne. En Allemagne non plus.
Donc c'est assez remarquable qu'ils continuent à faire des grands discours sur l'Europe. Alors, le slogan de la campagne, c'était une Europe qui protège. Donc on peut se poser la question, qui protège quoi ? Donc le sujet de court terme, c'est qui protège peut-être les dépôts bancaires, qui protège les financements des entreprises, mais également plus largement qui protège sans doute les modèles sociaux. Alors il y a plusieurs moyens pour atteindre cela. Achever la réforme de la zone euro. Et puis, peut-être plus sur le plus long terme, je pense que derrière tout ça, il y a quand même l'idée de basculer une partie de la concurrence. Et donc, il y a une cohérence entre les réformes internes et les réformes souhaitées au niveau européen, avec peut-être plus de concurrence entre les entreprises, accepter plus de concurrence entre les entreprises, plus de concurrence entre les travailleurs, mais peut-être moins de concurrence entre les États, de manière à ce que l'Union européenne se comporte enfin comme un grand pays. Alors, il faut quand même avoir en tête qu'en face, on a des discussions sur la coalition, future coalition en Allemagne, qui vont peut-être être un peu une douche froide, puisque le diagnostic en Allemagne, c'est que, au fond, tous nos problèmes viennent du fait que Maastricht n'a pas été appliqué correctement. Et donc, la solution, c'est Maastricht, qu'ils appellent Maastricht 2.0, qui est axé sur responsabilité, réforme et discipline. Donc le grand sujet, c'est comment faire converger les deux visions du monde qui sont quand même assez éloignées au départ. Donc, je vais dire un mot sur la zone euro, puis un mot sur l'Union européenne. Alors sur la zone euro, on entend beaucoup le président parler de budget zone euro, ministre des Finances, donc une chambre zone euro qui voterait un budget. On ne sait pas exactement, il n'y a pas beaucoup de détails pour l'instant sur pourquoi faire ce budget. Il y a plusieurs pistes possibles. Et peut-être une manière de prendre les choses de manière à se rapprocher plus efficacement de l'Allemagne, ce serait d'inverser l'ordre de priorité, de dire que la priorité à court terme, c'est vraiment d'éviter une nouvelle crise financière. Et il y a un certain nombre de fragilités qui demeurent. Et donc, ce qui est très important, c'est par exemple de diversifier les actifs bancaires de manière à réduire le risque, la concentration du risque dans les banques vis-à-vis des dettes souveraines. Et ceci en soi peut déclencher une crise. Donc, on a besoin d'un budget pour accompagner cet achèvement de l'union bancaire. Je ne sais pas si je suis claire, mais on a besoin de mettre l'union bancaire véritablement sur les rails et consolider le système financier pour qu'il n'y ait pas de nouvelle crise. Et pour cela, on aura besoin d'un appui budgétaire, que ce soit sous forme d'un fonds de résolution qui soit appuyé sur le mécanisme européen de stabilité ou que ce soit l'introduction de ce qu'on appelle un actif sûr. Et on pourrait peut-être multiplier les exemples, c'est-à-dire que le budget, ce qu'on appelle le budget, en fait, il faut plutôt penser à un fonds qui accompagne des réformes qui en elles-mêmes sont risquées, soit risquées pour le système financier, soit même peuvent être risquées pour les personnes, hein, si on pense notamment à une intégration du marché du travail, puisqu'il y a beaucoup à faire pour l'intégration du marché du travail. On a la libre circulation, mais il y a énormément de distorsions sur le marché du travail qui fait que le marché du travail n'est pas bien intégré. Et les Européens, en fait, passent à côté d'opportunités qui pourraient être très intéressantes du point de vue individuel. Et bien, pour accompagner ça, on peut avoir envie, à un moment donné, d'avoir une forme, par exemple, de réassurance chômage. Voilà, donc peut-être inverser les choses, prendre d'abord le sujet du moment qui est véritablement éviter en zone euro une nouvelle crise, et le sujet budgétaire arrivera, mais un peu comme un complément plutôt qu'un point de départ. Alors, sur l'Union européenne, le président a fait pas mal d'ouverture dans son discours. En revanche, il a été quand même très disert là-dessus, hein, son discours à la Sorbonne. Peut-être deux points. D'abord, sur les ressources propres, donc l'idée de profiter de nouvelles discussions budgétaires pour enfin mettre en place des ressources propres, pour sortir de cette logique du juste retour. Donc ça, en soi, c'est une bonne idée. Maintenant, appuyer un futur budget européen sur une taxe sur les transactions financières ou sur une taxe carbone, ça paraît un peu dangereux puisque c'est quand même des taxes dont la vocation est de supprimer la spéculation dans un cas et les émissions de CO2 dans l'autre cas. Donc la vocation d'une telle taxe, c'est quand même de supprimer la base. Donc une fois qu'on n'a plus la base, on n'a plus le budget. Donc une autre voie, c'est l'impôt sur les sociétés et effectivement profiter de l'occasion pour
s'appuyer sur une taxe pour laquelle il y a beaucoup d'externalités entre les pays. Alors, du côté des dépenses, alors là, donc il y a eu une ouverture sur la PAC, hein, donc l'idée de réallouer les dépenses du budget actuel. Donc on en parle tranquillement dans cette salle. Un peu moins de politique agricole commune, un peu moins de transferts aux régions, peut-être plus de dépenses à forte externalité entre les pays. On peut penser à la recherche, l'innovation, la formation. On sait qu'aujourd'hui, les actifs bien formés, hein, que ce soit Big Data ou les infirmières, sont extrêmement mobiles dans l'Union européenne. Et donc, il ne faut pas s'épuiser, chaque pays individuellement, à former des infirmières. Peut-être qu'il y a un effort au niveau, un niveau coordonné. Maintenant, on en parle tranquillement. Moi, je suis quand même très inquiète sur comment vont se passer les discussions sur le budget européen. On a le Brexit, donc moins de ressources, et puis on va avoir une division Est-Ouest qui me paraît inévitable, avec donc les principaux bénéficiaires du budget européen en termes nets sont les pays d'Europe de l'Est. Ce sont aussi les pays qui ont montré relativement peu de solidarité dans la crise récente des réfugiés. Donc, du point de vue politique, je ne sais pas comment tout ça va se passer. Et peut-être que ça va en fait déclencher une sorte de Big Bang européen. On pourrait imaginer un scénario où finalement l'Union européenne devient essentiellement un grand marché, d'ailleurs ce qui pourrait ramener les Britanniques. Donc sans véritablement de politique commune et où les choses, les politiques structurantes et les budgétaires sont rapatriés au niveau de la zone euro. Bon, c'est un scénario possible, mais je pense que cette discussion sur le budget UE va être assez structurante en réalité. Christian tout à l'heure a évoqué la désindustrialisation de la France, qui est évidemment, j'allais dire, peut-être paroxysmique en Europe, mais qui correspond quand même à l'idée que, au fond, on a une difficulté à savoir en Europe comment développer ou redévelopper l'industrie et quel type d'industrie. Est-ce qu'on revient sur les industries du passé ou est-ce qu'on est dans des perspectives qui sont plus nouvelles? Et alors, là-dessus, c'est un très vieux débat d'économistes hein, sur ce que doit être la politique industrielle. Ça a alimenté beaucoup de débats entre nous. Mais l'Europe avait décidé, depuis l'acte unique, puis dans le texte du traité de Maastricht, sa position était assez claire. C'est en réalité l'acte unique, c'est le marché unique, et donc c'est la concentration, la lutte contre au fond tous les problèmes de concurrence qui ont été développés. Donc politique industrielle, ça signifiait politique de concurrence, et puis quelques difficultés de marché comme les monopoles naturels, etc. Mais tout ça, c'était lié à une idée finalement d'une politique industrielle qui ne devait pas exister et qui apparaissait comme étant une sorte de vision à la française très, très excessive. Et puis, il s'est passé quelque chose. Le 13 septembre de cette année, M. Juncker, qui est un homme qui a lancé déjà le plan, il y a déjà 2 ans, a fait une déclaration qui rejoint toute une série d'événements qui sont très significatifs d'un changement très, très important, me semble-t-il, de vision de ce que doit être, au fond, une sorte de réindustrialisation de l'Europe, qui me paraît insuffisant, mais je vais en dire un mot, mais qui est quand même en lui-même très significatif. Que dit Juncker le 13 septembre? Il dit, écoutez, je vais vous proposer une nouvelle politique industrielle, il emploie les termes, qui était juste dans Maastricht, mais qui n'avait jamais été réutilisé depuis 10 ans, et depuis 2009, on n'avait jamais évoqué les problèmes industriels en Europe, jamais, quasiment pas, sauf pour le plan Juncker, mais qui avait une dimension plus large. Et il indique que dans un certain nombre de secteurs, il faut évidemment s'impliquer, financer, développer, favoriser. Donc une vraie vision de ce que peut être une action publique au niveau de l'Europe. Il parle de l'espace, il parle de ça. Ceci est rejoint par un deuxième point tout à fait significatif, le fait qu'on va rajouter de manière modeste dans un premier temps ce qu'on appelle la filtration des investissements directs étrangers. C'est très important ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une espèce de réunion de représentants de différents pays qui vont commencer à examiner ce que sont les investissements étrangers. Évidemment, tout le monde a en tête les investissements directs chinois. Et puis derrière, peut-être une analyse dans les secteurs qui sont
en réalité, doivent être protégés parce que ce sont des mots, le mot-clé, c'est le mot sécurité, que ce soit la sécurité politique, sécurité, mais l'idée que désormais, il faut faire très attention. Je rajoute que dès l'année dernière, avait été mais mis en œuvre au fond, des augmentations de tarifs de change, mais rétroactifs. Et puis, il y a notre commissaire à la concurrence, qui est quand même très stupéfiante par son énergie, Madame Vestager, qui, sur 2 sujets au moins, intervient, peut-être un peu pour le moment de manière, j'allais dire, peut-être plus dans les mots que dans les actes, mais encore que ceci est très important, et elle attaque ce qui me paraît le point le plus important, c'est-à-dire le problème du numérique et le problème de ce qu'on appelle, de manière un peu rapide, les GAFA. Et donc, elle sort 2 sujets, repris par la suite par la France. L'un sur les problèmes de concurrence, puisqu'elle accuse Google d'utiliser le moteur de recherche pour privilégier ce qu'on appelle le Google Shopping, c'est-à-dire des comparaisons de prix. Et puis elle relance des affaires de fiscalité, 2 points qui sont en réalité des approches du problème numérique qui est déterminant. Alors, ma conviction par rapport à ça, c'est que, ce mouvement en Europe est très important, idéologiquement absolument essentiel, fondé d'ailleurs sur le plan Juncker, qui est quand même, qui je crois n'est pas totalement, j'allais dire, développé, puisque sur les 315 milliards d'euros, il doit y avoir, je sais pas, 250 milliards qui ont été pour le moment réellement engagés, mais c'est très important. Et puis, le problème clé, qui est le problème du numérique. Ma conviction, c'est que ça ne sert à rien de se battre sur l'industrie du passé. Je crois qu'il faut se concentrer sur ce qui sera la numérisation des industries, ce qui seront tous les secteurs qui sont les secteurs porteurs de l'innovation, si cher à mon camarade Philippe. Et pour cela, et c'est là où je crois que j'ai encore un peu d'insatisfaction des positions de Mme Vestager, c'est cette idée que c'est très bien de traiter les problèmes de fiscalité, c'est encore mieux de commencer à dire qu'ils ne sont pas totalement dans une concurrence parfaite. Je crois qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver en Europe à limiter le pouvoir de ces GAFA. Pour quelles raisons? Pour la première, pour des tas de raisons qui sont, j'allais dire, plus j'allais dire, au fond, de la manière dont vivent ces problèmes du côté des citoyens, mais beaucoup plus importante, nous ne rentrerons en réalité dans le monde numérique, nous n'y rentrerons en Europe que si nous sommes capables d'avoir des entreprises qui peuvent prendre le relais, contrairement à ce qu'on raconte, cette idée qu'il y a un tel retard, le temps est écoulé, et c'est du numérique, mais qu'on ne peut pas en réalité revenir dans la course. C'est absurde. Toute l'histoire industrielle montre que ceci, dans des révolutions très rapides, ne joue pas, mais ceci ne se fera que si on est capable de, j'emploie le mot, de démanteler un certain nombre, avec des façons plus ou moins astucieuses, mais de démanteler des entreprises qui empêchent en réalité la création d'équivalents en Europe. Je crois que c'est ainsi une chaîne positive, c'est comme ça que je termine. Il faut que l'Europe, ensemble, arrive à développer exactement comme on l'avait dit pour les semi-conducteurs il y a une vingtaine d'années, développer une vraie industrie du numérique, et que pour ceci, il doit avoir besoin de champions, et ces champions ne fonctionneront pas si le marché est dominé par une dizaine d'entreprises qui sont, dans un premier temps, californiennes, et dans un deuxième temps, chinoises. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe sur Uber en Estonie, et vous pouvez voir à quel point l'arrivée des Chinois va nous surprendre.